Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle conférence publique à l'occasion de cette 11e édition du Salon de l'Action gouvernementale, le SAGO. Comme l'année dernière, le fil conducteur du Salon de l'Action gouvernementale porte sur la réalisation des objectifs de la SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030, mise en place par les pouvoirs publics. Ce jour encore, la SND 30 sera au cœur des échanges avec une question fondamentale, celle de la place des marchés publics comme instrument stratégique de réalisation de ces objectifs de la SND 30. Les marchés publics, question de grande préoccupation au Cameroun, question de grande mutation également dans notre pays. Cette atteinte des objectifs, la SND 30, est-elle possible avec les mécanismes actuellement déployés par le ministère en charge des marchés publics au Cameroun en termes d'innovation et de solutions? Vous suivrez les différents intervenants au cours de cette conférence. Nous aurons par exemple monsieur le directeur général des marchés et des infrastructures, monsieur Paldou Christophe, qui est déjà bien installé. Vous rapprocherez du micro. Monsieur Paldou, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de planter le décor tout en nous présentant de façon globale les actions et la vision du ministère en charge des marchés publics. Vont vous accompagner Yvette Marlise Ndongo, elle est directeur générale des marchés et prestations intellectuelles. Madame le directeur, bonjour et bienvenue également sur ce plateau du SAGO. Merci, bonjour. Il faut corriger, c'est directeur des marchés, des services et des prestations intellectuelles. Merci. Directeur des marchés, des services, des prestations intellectuelles. Merci, c'est plus clair ainsi. On va mieux installer votre micro pour que vous puissiez intervenir sans grande difficulté. Georges Gaston Effort nous accompagne également. Il est le chef de la cellule de suivi. Merci, monsieur Georges Gaston Effort, et bienvenue à cette conférence publique du SAGO. Merci, merci. Plusieurs de vos collaborateurs sont également là. Fabien Mbo, il est chargé d'études au ministère des marchés publics. Il aura peut-être aussi l'occasion d'intervenir pendant ces minutes d'échange. On dit merci à ce nombreux public dans cette salle. Une caméra va nous permettre de voir combien vous êtes nombreux et surtout combien les questions liées au marché public vous intéressent. Merci d'avoir répondu présent. On salue aussi les téléspectateurs des différentes chaînes partenaires autour de CRTV News qui diffusent ces différentes conférences. Sans plus attendre, monsieur le directeur général, je vais vous passer la parole. Le thème est clair. Il s'agit notamment de la contribution des marchés publics à la réalisation des objectifs de la SND 30. Que peut-on comprendre? Que peut-on lire? Que peut-on retenir? Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Zé, de me donner la parole. Je voudrais avant toute chose saluer la présence des uns et des autres dans cette salle et dire merci au nom du ministre délégué chargé des marchés publics pour cette opportunité qui est donnée à son département ministériel de contribuer à l'occasion de ce salon qui porte, n'est-ce pas, sur les objectifs de la SND 30. Dans ce cadre, nous allons parler de la contribution, pas du ministère des marchés publics, mais des marchés publics en général, n'est-ce pas, à la réalisation des objectifs de la SND 30. Notre intervention partira d'une petite introduction pour commencer par rappeler quelques objectifs de la SND assignés à la commande publique. C'est bon de les rappeler. Nous allons également vous parler de comment est-ce que le cadre normatif actuel des marchés publics a déjà pris en compte la poursuite de ces objectifs-là. Et nous finirons par évoquer quelques facteurs de succès, n'est-ce pas, de la contribution des marchés publics à la réalisation de la SND avant de conclure. En guise d'introduction, les marchés publics, vous le savez, c'est des moyens par lesquels l'État et ses démembrements acquièrent, n'est-ce pas, des biens, des services et des fournitures pour le développement, n'est-ce pas, des populations. Mais aujourd'hui, il ne faut plus
n'est-ce pas, voir les marchés publics juste sous cette définition simpliste. Au-delà donc de l'objectif d'acquérir des biens, des travaux et des services au moindre coût, il y a des objectifs de développement durable qui sont, n'est-ce pas, poursuivis par le biais de ces moyens-là. De plus en plus reconnus, et l'OCDE l'affirme d'ailleurs très bien, parce qu'au-delà d'acquérir donc les biens, les travaux, les services, les marchés publics aujourd'hui ont pour finalité, entre autres, le développement des PME, le développement durable, la protection de l'environnement, la création d'emplois, le développement du capital humain, l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. C'est la finalité des marchés publics. Au Cameroun, le gouvernement reconnaît cette importance, cette fonction stratégique à la commande publique en général, à travers la SND 30, qui assigne plusieurs objectifs à la commande publique, nous le verrons dans notre développement, lesquels objectifs incluent effectivement le développement durable, la promotion de l'emploi, le développement social et environnemental, le développement de PME, etc. Donc, au plan théorique, nous verrons également que le cadre normatif des marchés publics, vous savez, il y a eu une réforme depuis 2018 qui prend, n'est-ce pas, en compte déjà ces objectifs poursuivis, n'est-ce pas, par la SND. Quitte maintenant des objectifs de la SND assignés à la commande publique. À titre de rappel, l'une des orientations fondamentales de la SND 30 est de faire du Cameroun un État stratège, pragmatique, qui met en place des facilités pour l'émergence d'un secteur privé comme moteur principal de la croissance économique, qui réalise des interventions ciblées dans les secteurs hautement stratégiques. À cet effet, l'État ambitionne, entre autres, n'est-ce pas, de procéder à la transformation structurelle de l'économie en opérant des changements fondamentaux dans les secteurs économiques et sociaux afin de favoriser un développement durable, endogène et inclusif. C'est sûr que mes prédécesseurs l'ont déjà dit ici. L'État s'appuie sur 4 piliers de la SND qui sont la transformation structurelle de l'économie nationale, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion de l'emploi et de l'insertion économique, la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. Quelques considérations clés sont par exemple définies pour la mise en route de la SND 30, qui consiste notamment en ce qui concerne la commande publique, l'État affirme ou bien envisage de porter à au moins 60% la part de la commande publique en biens et services produits localement, achever tous les projets en cours et finaliser toutes les modalités de leur mise en service, promouvoir l'émergence et le soutien des champions nationaux. C'est très bien à retenir. En ce qui concerne le premier pilier, qui est la transformation structurelle de l'économie nationale, il y a des affirmations fortes qui sont, n'est-ce pas, faites par la SND 30, qui va accorder une priorité à la dynamisation du secteur privé et au développement des infrastructures productives, avec comme l'un des axes l'incitation au développement des entreprises ayant pour objectif de disposer d'une masse critique d'entreprises champions nationaux qui représentent ainsi des fleurons ou les têtes de proue dans les secteurs clés de l'économie. Pour ce qui est du développement du capital humain et du bien-être, la SND ambitionne de faire, n'est-ce pas, du capital humain un facteur clé de développement économique. Et pour cela, le gouvernement entend disposer d'une main-d'œuvre suffisante et de qualité en mettant en place des politiques adéquates dans les domaines de l'éducation, de santé et l'accessibilité aux facilités sociales de base. Pour prendre un exemple, en ce qui concerne l'accès aux facilités sociales de base et plus précisément l'habitat, le gouvernement s'engage à favoriser l'accès du plus grand nombre au logement à travers, entre autres, l'intensification et la production des matériaux locaux de production. Si nous prenons le cas de la filière forêt-bois, pour ne citer que ce cas, les actions envisagées pour son développement porteront sur le renforcement de l'industrie de transformation en vue de la fabrication des meubles, la construction de logements et bâtiments et les usages industriels,
À cet effet, il est bien de nous noter, le gouvernement entend prescrire une orientation à travers la commande publique, ça c'est souligné dans la SND, en matière d'approvisionnement de biens en services publics et meubles pour renforcer, n'est-ce pas, les normes d'utilisation de bois. Pour ce qui est du troisième pilier, qui est la promotion de l'emploi et l'insertion économique, le gouvernement entend promouvoir l'emploi dans les projets d'investissement public en utilisant davantage le levier de la commande publique pour promouvoir l'emploi à travers le déploiement des projets IMO, entendez, et haute intensité de main-d'œuvre. Donc, il est bien de rappeler ici qu'un projet de texte assorti d'un manuel de procédure d'exécution des projets IMO ont été élaborés et sont en attente de sanction. Le gouvernement entend également de promouvoir la migration de l'informel vers le formel. Dans ce cadre, plusieurs actions sont envisagées, entre autres, inciter, n'est-ce pas, les très petites entreprises à se transformer en petites et moyennes entreprises, la consolidation des dispositions d'accès réservé, n'est-ce pas, des PME à certains marchés publics, la réforme du dispositif de la sous-traitance. Nous le verrons, ça c'est des éléments qui font partie, n'est-ce pas, de la commande publique en général. La création et la préservation des emplois décents dans les grandes entreprises, en passant par, n'est-ce pas, le fait de faire respecter par les grandes entreprises le principe de camerounisation de l'encadrement. Il faut insister là-dessus. Beaucoup aujourd'hui font, n'est-ce pas, recours à l'expertise internationale, l'expertise étrangère, mais la SND ambitionne, assis à la commande publique, de camerouniser l'expertise qui est utilisée, n'est-ce pas, dans la commande publique en général. Il y a également la mise en adéquation des formations emploi pour améliorer le système d'insertion professionnelle à travers la mise en place d'un dispositif d'apprentissage, c'est-à-dire faire de la commande publique des chantiers écoles où des jeunes femmes, des jeunes gens vont apprendre des métiers. En ce qui concerne le quatrième pilier, qui est la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État, il y a des affirmations fortes faites, n'est-ce pas, par le gouvernement, notamment améliorer le service public de l'État, ça fait partie, c'est d'ailleurs le thème de ce salon, à travers l'encadrement de la durée de traitement des dossiers, l'approfondissement de la dématérialisation des procédures avec la mise en œuvre du e-government, la gouvernance économique et financière qui vise entre autres l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'utilisation des produits locaux par le biais de la commande publique et le label Made in Cameroun. Donc, en matière de développement durable, la SND a comme objectif de renforcer les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique et la gestion environnementale. Donc, ça, ce sont les différents objectifs très rappelés à grands traits qui sont, n'est-ce pas, assignés à la commande publique de manière directe ou indirecte et qui visent, n'est-ce pas, au-delà de la SND, les objectifs de développement durable dans leur ensemble. Maintenant, je vais évoquer quelques dispositions du cadre normatif actuel, notamment celle du nouveau Code des marchés publics, pour montrer comment la poursuite de ces objectifs est déjà prise en compte par notre Code. En ce qui concerne, par exemple, les objectifs de promotion d'emploi, de développement durable, de développement social et environnemental, lorsque nous nous référons à l'article 55 alinéa 2, le Code des marchés publics dispose que les études préalables qui sont obligatoires à la passation des marchés doivent tenir compte notamment de l'approche handicap pour les projets d'infrastructure, la promotion de l'emploi à travers la valorisation des ressources locales, telles que la main-d'œuvre, le matériel et les matériaux locaux, par l'approche technique de haute intensité de main-d'œuvre, le respect des normes sécuritaires, le respect des normes environnementales, le dimensionnement ou l'allotissement des projets de manière à ressortir des prestations devant être exécutées par les PME nationales et les organisations communautaires à la base
d'une part, et d'autre part, celles susceptibles d'être sous-traitées aux entreprises nationales. Lorsque nous référons à l'article 57 du Code, on peut y lire, je cite, « Les conditions d'exécution des marchés doivent intégrer les considérations sociales, économiques, environnementales, susceptibles de promouvoir la main-d'œuvre locale, le travail décent et, le cas échéant, d'atteindre les objectifs de développement durable. » C'est écrit dans le Code. Il s'agit notamment de l'intégration dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics de normes de protection environnementale, de l'introduction dans les marchés des clauses imposant le respect des normes de travail ratifiées par le Cameroun, de la protection des monuments, sites culturels et valeurs sociales, etc. Les conditions d'exécution des marchés doivent privilégier l'utilisation de l'approche IMO, le respect de la réglementation en matière de travail et consorts. Il y a des sanctions qui sont prévues pour les entreprises qui ne vont pas se conformer à cela. Ça, j'ai cité juste quelques exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, avec les partenaires techniques et financiers et même les systèmes nationaux des marchés publics, les politiques préconisent de plus en plus, n'est-ce pas, des achats innovants. Les marchés publics verts, par exemple, qui concernent l'acquisition des biens, des travaux et services qui sont moins dommageables pour l'environnement et qui internalisent l'ensemble de leur cycle de vie. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne s'agit plus d'acquérir des travaux, des biens, juste en pensant à ce qui est présent, mais il faut intégrer, n'est-ce pas, dans cette acquisition, tout le cycle de vie, c'est-à-dire l'exploitation des biens acquis, et internaliser tous les effets de ces biens ou bien de leur utilisation et intégrer, n'est-ce pas, dans l'achat. On parle également aujourd'hui de plus en plus des achats durables, c'est-à-dire qui permettent aux États et à leur démembrement de répondre aux besoins présents, mais en préservant également, n'est-ce pas, les besoins des générations futures, en y intégrant la prise en compte de l'ensemble des cycles de vie. Aujourd'hui, à travers les marchés publics, on ne cherche pas juste à réaliser une route pour la réaliser, mais on voit tout l'impact et les bienfaits que peut apporter, n'est-ce pas, le passage d'une route. C'est pour cela que la construction d'une route aujourd'hui est accompagnée de plusieurs autres ouvrages connexes, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre marchand, pour optimiser, n'est-ce pas, l'utilisation de ces routes, afin que ces routes ne soient pas tout simplement pour faciliter, n'est-ce pas, l'écoulement des biens et des personnes, mais que les riverains profitent véritablement du passage de ces routes. Donc, et tout cela, on vise les objectifs de développement durable, qui sont, n'est-ce pas, contractualisés dans notre cas par la SND. En ce qui concerne le développement des PME nationales, le Code des marchés publics a des affirmations et des engagements très forts là-dessus. Il y a plusieurs dispositions qui sont prévues. Par exemple, un élargissement des prestations adaptées aux capacités des PME, j'ai déjà cité ça, un dimensionnement approprié des critères d'évaluation et de qualification pour prendre en compte, n'est-ce pas, pour donner des chances à nos PME nationales, la préférence nationale, il faut le citer, la co-traitance, la sous-traitance, des facilités qui sont accordées aux PME ou alors aux très petites entreprises nationales à travers les marchés réservés, à travers les garanties qui sont dispensées, la catégorisation des entreprises et les procédures dérogatoires. J'ai déjà cité les dispositions de l'article 55 du Code qui recommande aux maîtres d'ouvrage de veiller à un dimensionnement des lots qui tiennent en compte les capacités techniques et financières des PME nationales à les exécuter. Il ne s'agit plus, n'est-ce pas, aujourd'hui, de passer les marchés d'envergure aux multinationales. Il faut penser à les diviser en lots qui sont prenables, n'est-ce pas, par nos PME nationales.
l'appel d'offres national est la règle. Hein. L'appel d'offres international doit être envisagé que si vraiment on note une difficulté ou une carence des entreprises nationales à les exécuter. À l'article 70 du Code, nous pouvons également lire qu'il y a des marchés qui peuvent être réservés, n'est-ce pas, aux artisans, aux PME nationales, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile. Le chef de l'État a modernisé notre cadre normatif aujourd'hui en le rendant plus inclusif. C'est-à-dire des acteurs qui auparavant n'étaient pas éligibles à la commande publique le sont aujourd'hui. Les organisations communautaires à la base. Et là, dedans, mettez tout. L'organisation des handicapés, l'organisation des femmes, l'organisation des hommes, ceci et tout ça. Vous pouvez loger tout cela dedans. Et l'organisation de la société civile. Et je rappelle que le ministre délégué a déjà pris un arrêté qui fixe la nature et le seuil des marchés réservés sus-évoqués ainsi que les modalités de leur application. Il ne reste qu'à être mis en œuvre par les maîtres d'ouvrage. La préférence nationale par le Code, la préférence nationale est ce principe qui veut que lorsqu'il y a des entreprises nationales qui compétissent avec des entreprises internationales, à compétence égale, même s'il arrivait que c'est une entreprise internationale ou étrangère qui est le moins disant, et que celle qui la suit est une entreprise nationale, qu'on privilégie plutôt l'entreprise qui est la plus disante, pourvu que les écarts ne soient pas de 10 à 15%. Donc, ça, c'est une disposition que les maîtres d'ouvrage doivent également utiliser dans les marchés d'envergure et qui est prévue par le Code. La co-traitance, le Code donne la possibilité à des entreprises de soumissionner à des appels d'offres en groupement. Ils mutualisent leurs ressources financières, matérielles et humaines pour pouvoir, n'est-ce pas, être plus fortes et faire face aux multinationales. La sous-traitance également, c'est une faculté qui est donnée aux entreprises de pouvoir participer à la commande publique. Qu'une partie, n'est-ce pas, des prestations objets d'un marché leur soit attribuée, leur soit confiée pour un transfert de technologie. Et vous verrez dans le nouveau code qu'il y a des dispositions qui sont prises pour protéger ces sous-traitants. Par exemple, le paiement direct de ces sous-traitants lorsque c'est au-delà de 10% de la valeur du marché. L'intervention de l'autorité pour obliger une entreprise principale à payer, à bien traiter son sous-traitant lorsque celui-ci s'estime par exemple lésé. Ça, c'est des dispositions qui sont prises pour l'émergence de nos PME. Pour les entreprises nouvellement créées, il y a des facilités qui leur sont accordées. Par exemple, on utilise plutôt l'expérience des promoteurs de ces entreprises en lieu et place des références qui sont demandées à ces entreprises-là. On peut dispenser, n'est-ce pas, les entreprises nouvellement créées de la production ou bien des exigences de caution dans les marchés publics. On peut les dispenser. Il y a des facilités comme ça. Ils peuvent produire des chèques certifiés en lieu et place des cautions bancaires. Ça, c'est des facilités qui sont prévues pour la promotion de nos PME. Il y a également la catégorisation. Le Code a prévu que des marchés puissent être réservés à certaines catégories d'entreprises. Aujourd'hui, on a des problèmes parce que les entreprises qui ont des vélos compétissent avec celles qui ont des grands équipements. Et c'est un fourre-tout. Aujourd'hui, surtout celles des BTP, on va les catégoriser. Catégorie A, B, C, D, E, en fonction de leurs équipements, en fonction de leur surface financière, en fonction de leur expertise, pour permettre les compétitions, dans le cas de certains marchés, à des entreprises d'une certaine catégorie, tout en protégeant les entreprises de petites catégories. D'accord ? Leurs marchés ne peuvent pas être soumissionnés par des entreprises d'envergure. Il y a également le gré à gré. Le Code a prévu que certains marchés puissent être attribués directement par la méthode de gré à gré. Et si nous l'utilisons de manière intelligente, c'est une modalité
de pouvoir attribuer des marchés à nos PME nationales, n'est-ce pas, aux dépens des autres. Voilà tout ce que le Code a prévu pour promouvoir nos PME nationales qui sont les porteuses de la croissance économique. C'est elles qui peuvent assurer un développement endogène durable. En ce qui concerne l'objectif d'amélioration des services de l'État, le Code a prévu la dématérialisation des procédures de passation et de contrôle de l'exécution des marchés en son article 122. Et là, le MINUMAP s'y est déjà engagé depuis, à travers, n'est-ce pas, le projet e-procurement, qui a abouti à la mise en place du COLEPS, c'est-à-dire du Cameroun Online e-procurement System, qui est, n'est-ce pas, une plateforme de dématérialisation des marchés qui est déjà effective depuis quelques années et qui aujourd'hui permet, n'est-ce pas, de programmer totalement en ligne, de passer les marchés totalement en ligne. Et la phase 2 de ce projet est en cours de sophistication. Donc, le MINUMAP, le système de marché, est déjà en plein dans la modernisation. C'est déjà inscrit dans la mise en œuvre du e-government. Voilà quelques dispositifs, quelques dispositions qui ont déjà été prises par le Code pour impulser, n'est-ce pas, l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir le lien direct, mais il y a des liens. Quand le Code ambitionne de promouvoir le développement des PME nationales, c'est la croissance économique, la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux, le label Cameroun, Made in Cameroun, la camerounisation de l'expertise, la dématérialisation des procédures, tout ça, on est en train de s'inscrire dans des marchés publics qui sont plus modernes et qui poursuivent donc au-delà des premiers objectifs de réaliser des travaux, des services et des fournitures, tout ce qui vient après, le développement des PME, la croissance économique, le bien-être social, ainsi de suite. Ça, c'est des objectifs de la SND qui sont donc intégrés et pris en compte par le cadre normatif actuel. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, qui sont en train d'être faites dans ce sens-là, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire également. Il y a des facteurs qu'il faut mettre, n'est-ce pas, sur pied afin que la contribution des marchés publics à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 soit plus efficace et efficiente. Cela est tributaire, n'est-ce pas, de certains facteurs comme l'information et la sensibilisation des acteurs. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réformes. De réformes a prévu beaucoup d'innovations que beaucoup de maîtres d'ouvrage et des acteurs du système de marché ne maîtrisent pas encore. Il faut donc les sensibiliser afin qu'ils s'approprient toutes ces facilités, toutes ces innovations qui sont prévues par la réforme, et le MINUMAP s'y attelle. Donc, il faut informer, sensibiliser les acteurs sur les objectifs assignés à la commande publique et sur l'impératif de leur prise en compte, n'est-ce pas, dans la passation des marchés, dans la concession même des projets. Parce que ça incombe au maître d'ouvrage. Dans la conception des projets, on doit déjà intégrer, n'est-ce pas, tous ces objectifs dedans. Par exemple, l'approche handicap, l'approche genre, le développement social, ainsi de suite. Dans la conception des projets, on doit les intégrer. J'ai eu le privilège de faire un stage en Israël pendant 1 mois. Mais quand vous allez en Israël, partout où vous marchez, vous voyez comment on a pris en compte l'approche genre. C'est-à-dire, même les arrêts bus, on a prévu des places pour que les gens qui marchent sur les chaises roulantes puissent accéder au bus. Tout est marqué. Les ascenseurs tiennent compte
n'est-ce pas, de ceux des handicapés visuels, et ainsi de suite. Tout est pris en compte, même dans le bus, on prend en compte tout, de façon que ça devient inclusif. Or, c'est dès la conception des projets qu'on intègre ces éléments. Il s'agit donc de sensibiliser les maîtres d'ouvrage à intégrer tout cela. Mais également, il faut élaborer un plan d'action. Pour un plan d'action de mise en œuvre des objectifs de la SND assignés à la commande publique. Il faut élaborer un plan d'action assorti, n'est-ce pas, des indicateurs de suivi et d'évaluation des progrès réalisés. Quand le code de la SND affirme, par exemple, qu'il faut que la part des services locaux et des biens produits atteigne 60%, il faut bien des mécanismes pour évaluer. Et ça ne concerne pas le minimum seulement, c'est tous les acteurs. Et il faut bien mettre en place des procédures pour capter ces informations. La promotion de l'emploi à travers les marchés publics aujourd'hui. Les marchés publics sont un gisement d'emploi, un grand gisement d'emploi. Vous connaissez quel est le nombre d'emplois qui sont créés à travers les marchés publics? C'est immense. Mais il faut donc mettre en place des outils et des mécanismes pour capter, n'est-ce pas, le moindre emploi produit par les marchés publics, de façon à être mis à jour régulièrement. D'accord? Il faut également mettre une plateforme et une méthodologie d'évaluation de tous ces objectifs-là. Tout ceci demande également une synergie entre les différents acteurs, un dialogue permanent entre les différents acteurs du système des marchés publics, lesquels doivent regrouper notamment les administrations publiques et les entreprises publiques, d'une part, les secteurs privés et les organisations de la société civile. Aujourd'hui, vous voyez, le nouveau code a déjà intégré, n'est-ce pas, la société civile comme étant éligible à la commande publique. C'est pour inciter ce dialogue-là. Ça se passe déjà. En avril dernier, le MINMAP, en liaison avec la bourse de la sous-traitance, sous l'égide du ministère des PME, a amorcé, n'est-ce pas, des échanges avec le secteur privé. Ça a été à Douala, sur les thèmes stratégie d'accompagnement de l'accès des PME nationales au marché public à la lumière du code des marchés publics. C'était un atelier très couru qui se soldait par des recommandations fortes. Parce que le secteur privé avait des attentes par rapport à la mise en œuvre de la réforme. Et il fallait l'écouter et leurs attentes sont pertinentes. Leurs recommandations sont pertinentes, oui. Si vous permettez, oui. On va essayer d'aller un peu plus vite, oui, je vais finir, parce que nous sommes encadrés par le temps d'antenne à la télévision. Je suis vers la fin. Je suis vers la fin. La catégorisation aujourd'hui, c'est une réalité parce que le ministre délégué a déjà signé l'arrêté qui met en œuvre, n'est-ce pas, les modalités de catégorisation. L'un des derniers éléments qu'il va falloir également susciter pour assurer, garantir le succès de la mise en œuvre de la SND, c'est la volonté même des maîtres d'ouvrage, qui sont les premiers acteurs. Il faut que les maîtres d'ouvrage s'approprient les objectifs de la SND et prennent en compte dans la conception, dans la passion et l'exécution des marchés. Le MINMAP s'attelle, n'est-ce pas, à sensibiliser les maîtres d'ouvrage, à informer les maîtres d'ouvrage, à vulgariser les réformes, tout dans ce sens. Parce qu'il faut que les PME nationales prennent un essor pour se situer au niveau des multinationales. Pour conclure, j'ai déjà dit que les marchés publics aujourd'hui, au-delà de l'objectif d'acquérir des travaux, des biens et des services, ont pour finalité la poursuite des objectifs de développement durable dans leur sens, qui sont contractualisés dans notre cadre par la SND. Que fort heureusement, notre cadre normatif a pris en compte, n'est-ce pas, la poursuite de ces objectifs. Mais il y a encore des efforts à faire par les acteurs pour s'approprier ces objectifs et
prendre en compte, n'est-ce pas, dans la commande publique, dans, la synergie entre tous les acteurs, l'adhésion des maîtres d'ouvrage, en leur qualité d'initiateur de projet, l'adhésion de tout le monde, le secteur privé et la société civile, représentent, n'est-ce pas, conçu des facteurs de succès de l'atteinte de ces objectifs-là. Voilà, vraiment de manière très ramassée ce que nous pouvons dire de la contribution des marchés publics à l'atteinte des objectifs de la SND 30. Merci beaucoup, M. Zé. Merci beaucoup, M. le directeur général, pour cette présentation expliquée des marchés publics dans l'atteinte des objectifs de la SND 30. Vous aurez, mesdames et messieurs, la possibilité de réagir tout à l'heure, à écouter M. le directeur général et à lire ce qui est prévu dans ces documents stratégiques. On se rend bien compte que tout a été pris en compte, pratiquement tout, la performance, la qualité des travaux, la qualité des entreprises. Il y a le volet création des emplois, il y a l'aspect social, l'approche handicap ou l'approche genre, un véritable encadrement qui situe, on l'a compris un peu plus, le secteur des marchés publics dans ses objectifs de l'État. Tout à l'heure, on écoutera également l'homme de la rue, la perception qu'il a des marchés publics, le temps de prendre une respiration pub. A land of opportunities to guarantee the economic, social, and cultural attractiveness of our communities. Government authorities, in collaboration with the decentralized territorial communities, stakeholders from the private sector, and the populations are bound to act together. Under the impetus of the Kribi Urban Council, participate in the Economic and Local Development Stakeholders Fair, SIDEL, from the 3rd to the 11th of December 2022 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean. Take advantage of 10 days of discussions, partnerships, exhibition, and visibility of your know-how. For more information, contact the event management firm Mon Communicateur on 677-886322 or click on www.sidel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. Le rendez-vous est prêt pour le mois de décembre prochain du côté de la cité balnéaire à Kribi. Monsieur le directeur général et tous les responsables du ministère des marchés publics, je vous invite à regarder les Camerounais qui vont intervenir, à les écouter attentivement ce qu'ils pensent des secteurs des marchés publics. On les écoute. Toi, l'entrepreneur qui gagne le marché, tu réalises le marché. Hein? Le marché, on vient, on contrôle, on trouve vraiment que c'est bien fait avant maintenant de te financer. Là, je me dis qu'il y aurait moins d'erreurs et le travail serait encore plus fait. Parce que quand celui-là sait que je finance, hein, je réalise le marché et après il y a le contrôle, il ne peut pas s'amuser. Et il n'y aura pas que quelqu'un va venir lui dire que non, donne-moi ceci pour que je laisse passer cette faille. Donne-moi ceci, je laisse passer cette faille. Quand c'est lui-même qui finance, puisqu'ils ont tous ces moyens, quand quelqu'un sait que bon, je vais gagner un marché de 50 millions, je peux le faire avec 30 millions et j'ai 20 millions. Bon, il y a de quoi il peut bien faire. Mais quand il sait que non, il y a des... On va lui donner les petits, l'État va lui donner une petite avance, il va réaliser cette partie, pourtant lui-même n'a même pas le capital. Bon, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de choses sont très mal ficelées. Voilà une troupe qui a été réalisée, qui est bien faite. Les gens ont gagné ces marchés. Au bout de moins d'un mois, les pluies arrivent et puis on se rend compte que le même trou qu'on a fait, on a refait ce trou, on a fermé, on a refait. Le trou revient encore, ça veut dire que le marché a été très mal fait. Nous voulons, nous les populations, on veut que ceux qui prennent le marché prennent tout le temps, ceux qui gagnent les marchés prennent tout le temps de bien réaliser leur travail. De travailler avec vraiment le patriotisme, pas travailler parce qu'on veut gagner de l'argent, pas travailler parce qu'on veut gagner de l'argent, travailler avec la volonté et la foi. Les responsables en charge de cette passation des marchés sont eux-mêmes les propriétaires des entreprises qui sont dehors. Donc, s'utilisent eux-mêmes et passent les marchés à leurs entreprises écrans.
Donc, des sous-populations qui ont des entreprises, qui payent des impôts, ne bénéficient pas de ces avantages-là, puisque tu arrives partout, c'est déjà occupé par des propriétaires qui passent le marché. Ils ont des sociétés écrans. Les Camerounais sur les marchés publics, Madame Dongo, c'est à rire ou à pleurer. Vous avez l'histoire de ce trou qui est visiblement têtu. On le reprend chaque année et on semble indiquer que c'est vous-même qui gagnez les marchés par des mécanismes définis par l'intervenant tout à l'heure. Voilà, il a ouvert le micro. Merci. Ça fait rire, c'est vrai, mais ce n'est pas à prendre au premier degré. C'est dommage parce que nous sommes tous utilisateurs de ces différentes routes pour lesquelles nous décrions ces nids de poules ou ces nids d'éléphants. Je crois que l'interpellation, elle est à l'endroit du ministère des Marchés publics, c'est vrai, mais elle est à l'endroit de tous les acteurs. Parce que vous savez, avec la réforme aujourd'hui, c'est les maîtres d'ouvrage qui passent les marchés. Et le ministère des Marchés publics n'est là que comme contrôleur externe. Donc, c'est une situation qui interpelle tous les acteurs, vraiment. Et je crois qu'on mettrait un accent sur le mot patriotisme, comme l'a dit l'un des intervenants. Je crois qu'il est question aujourd'hui qu'un prestataire ne soit pas seulement là pour la part du gain à la fin de l'exécution de son contrat, mais qu'il se dise que lui-même, il est utilisateur de tout ce qui va avec et qu'il y ait quand même un minimum de sérieux dans ce qui est fait. Je crois que c'est une interpellation à tous les acteurs. Bien entendu, est-ce que le problème, vous voulez dire que le problème, c'est la multitude d'acteurs dans ce secteur? Non, on ne le dirait pas comme ça. Ceux qui ont pensé la réforme qui est en branle depuis 2018 a dédié à chacun des acteurs un rôle qui est bien circonscrit. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Vraiment un rôle qui est sur ce trou-là, vous n'avez pas de problème. Bien sûr, j'ai un problème quand je passe là-dessus. Je suis un utilisateur lambda et tout le monde est utilisateur avant d'être au marché public. Et en tant que Minmap. En tant que de contrôleur externe, ça nous interpelle tous, vraiment. Mais avec la réforme qui est en branle, je crois que chaque acteur a un rôle qui est bien défini. Et je crois que si chacun joue son rôle, bien entendu, le contrôleur externe Minmap aussi, je crois qu'on n'aura pas ces désagréments que malheureusement nous observons chaque jour. Merci. Monsieur Faux, les exemples comme ce trou sont légion dans les villes camerounaises. Si vous prenez une cartographie de Yaoundé, vous compterez une cinquantaine de ce genre de trous qu'on refait chaque année. Rapprochez-vous du micro, vous verrez ce qui sont en marche au niveau de la réalisation. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'il marche. On va vous aider. On va vous aider. Est-ce qu'au niveau de la réalisation, on peut aider monsieur Faux pour sa prise de parole concernant justement les avis de ces Camerounais et qui semblent décliner la perception qu'ils ont des marchés publics. La faute à qui? J'allais dire, monsieur Jean-Jacques Zé, que le premier intervenant pose un problème de financement, de financement des avances des avances de démarrage et autres, qu'il faudrait forcément très très bien encadrer. Le deuxième intervenant, lui, parle de problème de... Je pense que... De mauvaise réalisation des travaux. Il pose un problème d'étude. Il pose un problème d'étude préalable. On a vu un trou, on ne sait pas exactement quelle est la cause, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a ce trou? Il peut y avoir des eaux qui ruissellent en bas, sous la couche ou quelque chose. On n'a pas étudié, on a lancé un appel d'offres, on n'a pas étudié véritablement. On n'a pas voulu résoudre, on n'a pas pensé résoudre le problème. On a juste posé le bitume dessus et malheureusement, un mois après, le trou est revenu. Donc cela pose un problème d'études préalable. Les maîtres d'ouvrage doivent tenir compte de ces études, toujours mener des études avant de pouvoir lancer leur projet, en fait. Et le troisième intervenant pose un problème de conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts. On ne peut pas être un acteur des marchés publics, par exemple, un maître d'ouvrage, et vouloir également se substituer, se mettre à la place d'un soumissionnaire. C'est ce que disent les textes. Voilà. Mais il semble indiquer que sur le terrain, la pratique est autre chose. Cela est fortement interdit par le Code. Et cela m'amène à dire, lorsqu'il y a ce genre d'actes,
que celui qui est au courant, normalement, devrait immédiatement se tourner vers l'autorité des marchés publics pour poser le problème, pour dénoncer cela. Et l'autorité se fera le droit de redresser la procédure. Merci. D'ailleurs, l'autorité a prévu un numéro vert au ministère des marchés publics, le 88 20 06 06 pour les dénonciations. Mais lorsqu'on écoute, Monsieur le Directeur Général, ces Camerounais, on a l'impression qu'il y a ce que vous avez présenté tout à l'heure, comme un internaute était en train de me faire dire, que c'est ça le Cameroun, de très beaux textes. On a l'impression qu'il y a un décalage entre les magnifiques textes que vous avez lus tout à l'heure et les pratiques sur le terrain. Oui, ça peut sembler a priori le cas, mais nous sommes dans la situation où quand on présente une feuille de papier blanche à quelqu'un avec une tache dessus, c'est la tache qu'on voit. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? On parle des trains en retard, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est des cas qui existent, des cas isolés. Mais à côté de ces cas, il y a également des ouvrages, des marchés qui sont très bien exécutés dans les normes par des entreprises qui ont les capacités, qui ont les ressources, qui ont le matériel nécessaire. La réglementation a tout prévu, le contrôle, les études préalables, la bonne passation des marchés aux entreprises qui méritent, et même le contrôle de l'exécution de ces marchés. Tous les acteurs font chacun l'effort nécessaire pour contrôler, mais malheureusement, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout acteur. Et il y a également la responsabilité qui incombe à l'entreprise qui exécute, à l'expert qui est sur le terrain, qui contrôle, ainsi de suite, qui doit faire bien son travail. Malheureusement, il advient qu'il y a toujours, n'est-ce pas, dans la chaîne, un maillon qui est faible et qui amène à ce cas. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que les marchés sont toujours mal exécutés. Il y a des cas isolés, il y a des cas, mais par rapport à l'ensemble des marchés, des 8000 marchés, des 6000 marchés qui sont exécutés chaque année, la plus grande proportion est quand même exécutée dans les normes et avec la qualité requise. Donc, pour des cas pareils, il y a des sanctions qui sont prévues. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que lorsqu'un marché est réceptionné et qu'il y a ces dégradations précoces, qu'on ne remonte pas. On remonte très bien la chaîne. Il y a bien des exemples dans ce pays où, quand on a constaté une dégradation précoce, n'est-ce pas, des ouvrages après leur exécution, on a remonté, n'est-ce pas, la chaîne, on a pu établir la responsabilité et on a amené les acteurs à faire ces réparations. Moi, j'apprécie la contribution de ces citoyens à ce contrôle. En fait, il s'agit de cela. Il faut qu'ils soient associés à ce contrôle pendant l'exécution. Ils ont des organisations. Aujourd'hui, il y a le comité local de suivi de l'exécution physico-financière, n'est-ce pas, de l'exécution physico-financière des projets qui doivent, si jamais les ingénieurs de l'État, les acteurs qui interviennent de manière directe n'ont pas fait le travail, que ceux-là, et même les organisations de la société civile, puissent jouer leur rôle et donner les alertes à temps pour que les réparations se fassent. Donc je crois que chacun doit jouer également son rôle. Il ne s'agit pas de rejeter tout simplement l'anathème sur l'autre. On prendra les questions-réponses tout à l'heure. Je voulais savoir dans quel cadre inscrivez-vous le nombre d'entreprises sanctionnées dans notre pays. Vous avez en 2021 369 entreprises sanctionnées. Pour aller un peu plus loin, en 2019, 334 entreprises sanctionnées. Vous mettez cela dans quel cadre? Vos performances ou le mal qui perdure? Madame Dongou. Cette question colle. Elle en est une vraiment. Je crois que c'est les deux. Hein. C'est les deux, comme on l'a dit tantôt, comme le DG l'a dit tantôt. Chacun doit faire son travail. Il y a les entreprises sanctionnées, pour citer celles-là, qui, bien entendu,
après une démarche, une procédure, des investigations, il est établi qu'il y a plusieurs motifs de sanctions. Et d'autre part aussi, la performance, je crois qu'on l'intègre. Autant on prend une sanction à l'encontre d'une entreprise qui a mal exécuté, autant on se remet aussi en question en se disant qu'au-delà de ce qu'on aurait peut-être découvert à temps, ce qui n'a pas marché, peut-être qu'il y a un travail qui aurait dû être fait en amont, de sensibilisation, de maîtrise de tout l'encadrement réglementaire pour éviter cette sanction. Donc on se met aussi un peu en question et je crois qu'on prospecte pour des actions correctrices, qu'on ait in fine aucune entreprise sanctionnée. C'est le but aussi du ministère des Marchés publics. Qui est 0 entreprise sanctionnée, on aura fait notre travail aussi en amont de sensibilisation, d'encadrement de ces acteurs qui sont très importants pour la commande publique. Et si on s'en tient aux chiffres, M. le directeur général donnait tout à l'heure, au lieu d'aller vers l'objectif 0 entreprise sanctionnée, on est parti de 334 à 369. Malheureusement, c'est un constat, les chiffres sont froids. C'est pour dire que déjà qu'ils entrent tous les jours comme entreprise qui prestent. Et en même temps, au-delà des sensibilisations, au-delà de tous ces encadrements, vraiment pour des motifs bien précis, on peut chaque fois questionner la volonté manifeste de cette entreprise à tricher ou autre chose. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise qui a été sanctionnée pour un marché qui va des centaines de millions à cause d'un certificat de non-faillite. Alors, cette entreprise a envoyé son collaborateur pour délivrer cette pièce qui est très importante, de non-faillite, et qui coûte rien. Mais le collaborateur de cette entreprise, c'est ce qu'il a avoué, pas avoué quoi, malheureusement, n'est pas allé au niveau service du greffe pour faire la démarche normale d'obtention d'une attestation de non-faillite, mais a plutôt été happé par les apacheurs, comme on les appelle, sous les arbres, qui l'ont délivré ce certificat de non-faillite. Vraiment, une entreprise, vous la société fera 600 millions. Cette entreprise est justement tombée sous le coup d'une pièce falsifiée et a été sanctionnée. Malheureusement, les tests sont froids, mais c'est pour dire qu'au cas par cas, selon les motifs de sanction, je crois que de plus en plus les différents acteurs prennent conscience de ce qu'ils doivent être performants et ne pas être sur cette liste rouge. La parole au public dans quelques instants, le temps de prendre une autre pause. Réclame. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. On va vous passer le micro, mesdames et messieurs, dans la salle. Il y a un premier... Voilà, passez le micro à madame. Vous présentez brièvement, posez votre question. Oui, bonjour, monsieur le modérateur, bonjour, monsieur le directeur général. Donc, je suis madame Jessica Mani, présidente du club Dias Invest. Nous sommes au SAGO pour défendre la voix de la diaspora. Donc, vous avez parlé de catégorisation des entreprises, vous avez parlé de la société civile et des organisations communautaires. Quelle est la place de la diaspora? Dans la bourse de la sous-traitance des entreprises de la diaspora ont la compétence et les expertises, mais ils n'ont pas aussi accès au marché. Vous avez parlé vous avez dit à part égale entre une entreprise sur les appels d'offres internationaux, vous privilégiez d'abord les entreprises nationales. Mais il faudra aussi jeter un coup d'œil. Nous avons les Camerounais de la diaspora, nous avons des entreprises ici, on est dans les marchés publics, on a souvent des difficultés à trouver des marchés publics. Des fois, on subit des chantages et sans avoir ces marchés, on a besoin d'avoir accès à ces appels d'offres. Le club Dias Invest, qui est un club créé quand même, c'est un bébé de l'État, créé par le ministère des Relations extérieures. Nous sommes la diaspora économique responsable et nous sommes là pour travailler avec vous
pour informer, sensibiliser la diaspora camerounaise sur les incitations et les facilités dont elles peuvent bénéficier. Merci. Donc, nous sommes à votre disposition pour pouvoir nous faire parvenir ces informations sur les appels d'offres où nous pouvons mettre à disposition de ces entrepreneurs de la diaspora camerounaise. Merci. Merci pour la question et les propositions qui ont été faites. La place de la diaspora, Monsieur le Directeur général. Ok, merci, Madame, pour votre intervention. Je voudrais, à titre d'information, indiquer il y a quelques 3 ou 4 ans, le MINMAP a pris l'initiative d'aller en Europe, avoir des contacts avec la diaspora pour leur présenter les différentes réformes des marchés publics. Quoique la présidente a marqué son haut accord pour la mission. Au minimum, nous étions 2, le DG Mas et moi. Et il y avait également le MINEPAT, le MINFI, le MIRES. Nous nous étions même rendus à Paris. Malheureusement, à la dernière minute, cette concertation n'a pas eu lieu. Bien que ceux d'alentour étaient même là, de la Belgique, l'Allemagne et tout ça, étaient là pour se retrouver à l'ambassade. Mais il se trouvait qu'il y avait eu des problèmes d'organisation et cela n'a pas eu lieu. C'est pour dire que, n'est-ce pas, même dans le système de marché public, le gouvernement est intéressé par l'apport, la participation de la diaspora. Comme vous êtes là, madame, je crois qu'il va falloir donc que nous prenions contact pour que nous puissions, n'est-ce pas, ressusciter ces initiatives, qu'il y ait des échanges. Il y a justement pas mal de choses que le marché public, le système de marché attend de la diaspora parce qu'elle a l'expertise, elle a les moyens nécessaires pour venir compétir. Mais il se trouve qu'elle n'est malheureusement pas informée des plans de passion des marchés qui sont pourtant sur les sites, qui sont programmés chaque année. Si vous tapez aujourd'hui marché public, bar, tout ça, .cm, voilà, vous allez trouver la programmation de chaque année. On dit qu'on fait la programmation en ligne. Dans le journal des marchés publics de l'ARMP, vous entrez là-dedans, vous avez la programmation. Et il faut effectivement s'approprier les règles, les procédures, effectivement, pour compétir véritablement de manière à vous donner, n'est-ce pas, les chances de ce marché. Et les questions de chantage, Madame Dongo, elles sont marginales ou elles existent? Vraiment, ça n'engage que l'auteur. On ne peut pas se prononcer sur le marchandage ou pas, mais ce que je peux ajouter, c'est que cette diaspora sur laquelle nous comptons énormément doit aussi se faire présente. C'est-à-dire se faire connaître, les entreprises, les différentes entreprises que vous représentez ici, doivent aller vers les maîtres d'ouvrage, proposer les offres de services, le savoir-faire. C'est comme ça qu'au-delà de ce qu'il faut aller vers les sites dédiés pour pouvoir avoir l'information sur les marchés qui sont en cours, mais vraiment se faire connaître. Il n'y a pas seulement que les marchés publics, même auprès déjà de la sphère privée. Si on a déjà un nom, une aura, forcément, on va se faire connaître dans le domaine de la commande publique qui est celui-là est plus réglementé en termes de... Maintenant, avec l'évolution, demain, qui sait, si un nouveau code, sûrement il y aura des marchés dédiés à la diaspora. Je crois qu'on est dans cette mouvance-là, on ne met personne de côté, c'est une réforme qui est inclusive. Et la diaspora n'est pas exclue de la préférence nationale? Absolument pas. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Efo? Vous avez toujours le micro, je crois. Vous avez toujours un micro? La diaspora doit éviter les intermédiaires, en fait. Il faut aller vers les services techniques des maîtres d'ouvrage pour pouvoir soumissionner à des appels d'offres lorsque vous êtes intéressé. Et puis, aujourd'hui, le ministère est sur Internet. Je crois pratiquement tous les avis d'appels d'offres sont publiés sur Internet. Il y a même aujourd'hui des appels d'offres qui sont passés en ligne. Certains maîtres d'ouvrage, je crois qu'on en a 60 maîtres d'ouvrage pilotes, ont l'obligation de passer une partie de leur marché en ligne. Ce serait bien de suivre, de ne plus vous faire arnaquer par des intermédiaires. Rapprochez-vous du stand tout à l'heure pour avoir les éléments et toutes les adresses possibles. Une autre question? Oui, madame, juste devant vous. Bonjour, je suis chargée d'études au ministère des marchés publics, madame Fouda Oudine. Je voulais juste contribuer pour répondre à la dame
pour la diaspora. D'accord. Ils ont généralement un problème d'information et le problème d'expérience également. Je pouvais lui recommander, pour ceux qui commencent, qui veulent s'intéresser à la commande publique, de commencer par la co-crétance, par les groupements. Ça peut les aider à commencer à entrer en la matière et mieux se forger. Et je pense qu'avec cette méthode, ils pourront acquérir l'expérience. Merci. Merci pour la contribution. Il y a une question derrière, monsieur, avec le magnifique chapeau traditionnel. Thank you very much for this opportunity. I'm called Muzang Tobias Ndifon, board chair of Caprocos Cooperative Society. You have just said, Mr. Director, that you are including social society in the public contract. Now, cooperative societies are included in among the small and medium-sized enterprises. Now, I would like to know how many cooperatives have actually won contracts in your ministry. Secondly, we talk about decentralization today, and we are supposed to work with the local councils. Some of them, the process is still ongoing, and some of them don't even know what to do or how to do it. Now, how does your ministry actually see into it that the local councils actually work with the civil societies available or the local enterprises that are available? Now, I have a fear that you have just said sometimes you work with newly created companies or enterprises. How do you give me the assurance that instead of working with those who are already existing, some of them will create their own cooperatives or enterprises and then instead execute the contracts? Thank you very much. Merci, monsieur. Il est question, on veut quelques chiffres, hein, peut-être que vous ne les avez pas sous la main, mais pour voir combien de ces organisations sont déjà prises en compte dans votre ministère en termes de marché public. Il y a également des questions liées à la décentralisation. Okay, thank you for this question. How many cooperatives has won public contracts so far? As he said, I cannot give you a number. It is a new reform. Nowadays, these entities were not eligible to the public contract. But as from 2080, the public contract code, the new public contract code has given this possibility for cooperatives and some community-based organization to won public contracts, and the text are awaited. But now these texts have been signed so far. It belongs now to project owners to give these possibilities to cooperatives to be part of public contracts winners. So it is ongoing. It is at the beginning. It is just a possibility. As far as local council are concerned, they are not working just with the new created entities. No, even the other ones, the older ones, have their part to the public command. But for the new created, as they cannot be in competition with those who are already in the field, who have many experiences, the court has given them possibility to access to this public contract by easing, by facilitating some of the conditions, some requirements to be a public contract winner. This is to permit to new beginners, new created entities to enter in the system and be contract winner, even at the local level. I don't know if I've answered to your question. Thank you. On va prendre une autre question, oui, monsieur aux couleurs nationales. Bonjour. Bonjour, monsieur le modérateur, mais bonjour le directeur général.
Moi, c'est Nganchou Jean-Paul, opérateur économique. J'ai 2 questions à nous poser. Le financement basé sur la performance n'est-il pas un handicap pour les opérateurs économiques ou entreprises du secteur privé n'ayant pas les fonds propres et n'ayant pas accès aux fonds étrangers ou les emprunts? Quelles sont les sources d'information des marchés publics accessibles aux très petites entreprises et aux PME? Les sources d'information, comment faire, nous, en tant qu'opérateurs économiques, parce que c'est un secteur d'activité que je m'intéresse beaucoup à ce secteur, mais n'ayant pas accès aux informations, comment faire pour nous faciliter pour avoir accès à toutes ces informations? Comment faire pour résoudre le problème d'asymétrie d'information entre les parties prenantes du marché public, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, MITMAT, État? Donc, comment faire pour résoudre les problèmes d'asymétrie d'information qui minent dans ce secteur? Merci. Merci, monsieur, pour cet ensemble de questions. La première est posée, elle est relative au financement sur la base de la performance. Les très petites entreprises et autres qui n'ont pas accès au financement sur le plan national ou international se demandent si ce n'est pas un outil de contre-performance plutôt. Bon, je pense que lui voulait parler plutôt du financement de la PME en général, qui n'est pas, n'est-ce pas, qui constitue un problème pour les entreprises. C'est-à-dire, les mécanismes de financement mis en place par l'État peut-être ne sont pas, de son point de vue, suffisants pour garantir l'essor et la participation des entreprises à la commande publique. Parce que le financement basé sur la performance, ça c'est une autre notion à part. C'est une notion qui veut que des acteurs qui produisent des prestations dans une chaîne soient rémunérés sur la base des performances qui rémunèrent. Par exemple, les commissions de passation des marchés, par exemple, les structures internes de gestion administrative des marchés publics, ainsi de suite, qui réalisent des prestations, qui ont droit à des indemnités, mais maintenant, on ne les paye pas, peut-être à la séance, mais plutôt sur la performance qu'ils réalisent dans la chaîne de production de leurs prestations. Ce qui est différent du financement de la PME dans le cadre. Mais même là, je crois qu'il y a de gros efforts faits par l'État pour financer la PME. La preuve, l'État a créé une banque de la PME. Si vous allez aujourd'hui au ministère de la PME, il y a beaucoup de mécanismes qui sont, n'est-ce pas, mis en place pour faciliter l'accès, n'est-ce pas, par les entreprises nationales au financement, l'accompagnement des start-up, des très petites entreprises, celles qui démarrent, et tout ça, il y a des mécanismes. Et je l'ai évoqué dans mon intervention pour dire que si le système de marché public ou les procédures ne financent pas les PME, mais le cadre a prévu des facilitations qui permettent de soulager sur le plan financier les entreprises. Par exemple, la dispense de la fourniture des cautionnements dans certains marchés. Ça, c'est un moyen de soulager, n'est-ce pas, les conditions financières du PME. Les avances de démarrage, dans le cadre des marchés. L'avance de démarrage est une modalité de préfinancement d'une entreprise qui veut réaliser des travaux, moyennant caution. On vous donne une avance, vous réalisez les travaux que vous allez rembourser progressivement par la suite. Il y a d'autres mécanismes comme ça qui sont mis dans le cadre des marchés. Il faut se rapprocher de l'information. Voilà. Justement, il pose maintenant, la source d'information accessible aux petites. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde quand même ouvert. Il y a les projets de passation des marchés sont dématérialisés. Je vous ai donné des sites www.marchepublic.gouv.fr
www.armp.cm. Vous tapez, vous avez toutes les informations. Il y a le journal de l'ARMP, www.armp.cm. Vous tapez, vous avez toutes les informations. Mais le MINUAP aujourd'hui est déconcentré. C'est-à-dire, dans tous les chefs-lieux des départements, vous avez une délégation départementale des marchés publics. Dans tous les chefs-lieux des régions, vous avez les délégations régionales des marchés publics et les antennes ou bien les agences de l'ARMP. À défaut de venir à la région, dans un chef-lieu de département, vous vous y rendez et vous avez accès à toutes les informations que vous voulez aujourd'hui sur les marchés publics. D'accord, ça, c'est les sources officielles. Donc aujourd'hui, même dans les communes, vous allez là-bas, vous allez trouver au moins des informations, vous allez trouver des journaux de passion des marchés même dans la presse, même dans la presse, monsieur le directeur général. Voilà. On va prendre une petite respiration et puis on prendra également la dernière série de questions. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du 3e contrat de désendettement et de développement, C2D? Oui? Très bien. Non? Pas grave. On va tout vous dire sur le 3e et dernier C2D. Installez-vous, c'est parti. Pour commencer, vous devez savoir que le 3e C2D est le dernier. Appelé C2D de la maturité, il a été signé le 30 juin 2016 à Yaoundé par la France et le Cameroun. Quelles sont les spécificités du 3e et dernier C2D? Le 3e et dernier C2D se distingue des deux premiers par sa durée, son montant et sa structuration. Commençons par la première spécificité, le montant. Le 3e C2D se distingue par son montant. Il bénéficie d'une enveloppe de 401 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 600 millions d'euros. C'est le C2D le plus élevé. Les deux premiers C2D ont disposé d'une enveloppe de 352,7 milliards pour le premier et 214 milliards pour le second. Quelle est la deuxième spécificité du 3e et dernier C2D? Le 3e C2D est également différent par sa structuration. Il est composé d'un volet dit normal, environ 236 milliards de francs CFA, et d'un volet dit effort additionnel de remboursement, environ 162 milliards de francs CFA. Il est également régi par deux principes directeurs. Les principes directeurs du 3e C2D, tout d'abord, il y a le principe de maturité et de pérennisation, au titre duquel les deux parties s'assurent de la soutenabilité et de la pérennité des programmes dès leur conception. Ensuite, il y a le principe d'attention préférentielle porté aux populations et notamment aux jeunes, aux régions vulnérables du Cameroun, selon lequel les deux parties cherchent à maximiser l'impact des programmes dans les régions les plus fragiles du Cameroun. Enfin, terminons par la troisième et dernière spécificité. Le 3e et dernier C2D se distingue également par sa durée. Exceptionnellement, il s'étalera sur 8 ans, ce qui en fait le C2D le plus long des trois. Les deux premiers C2D avaient chacun une durée de 5 ans. Voilà, à présent, vous savez tout sur le 3e et dernier C2D. Pour toute autre question, retrouvez-vous sur nos différentes plateformes digitales. Sur notre site internet www.c2d-cameroun.cm, sur Facebook C2D-Cameroun, sur Twitter @C2D-Cameroun. Remerciements à l'Institut supérieur de management public qui a un stand ici au SAGO, à la mission de promotion des matériaux locaux, on l'a entendu tout à l'heure. Le code prévoit offre une place prépondérante aux matériaux locaux. L'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et l'insertion des jeunes dans les collectivités. On n'oublie pas Bless Computer, Auto-École Mozart, Cities Radio, Sembe Beach Hotel, Golden Life Aloe Vera, Regard d'Afrique TV ou encore LTM Sarl, Option Sarl agit bien, Mo Radio et d'autres partenaires qui sont installés ici sur le site du SAGO. Et n'oubliez pas également que les conférences vont se poursuivre tout à l'heure. Vous retrouverez après celle du ministère des Marchés publics, le ministère de la Fonction publique et la réforme administrative qui viendra parler de la gestion prévisionnelle des effectifs, levier de la performance
de l'administration publique. On parlera d'effectifs, on parlera certainement également des recrutements. Dernière phase de questions-réponses à l'agence, au ministère des marchés publics. Est-ce que de ce côté, on n'a pas de questions adressées au ministère des marchés publics? Sinon, on prendra dans la salle s'il y a d'autres préoccupations. Le MINMAP, monsieur le directeur général, qui est pratiquement à sa 7e réforme, ou le secteur des marchés publics, pour être un peu plus exact, à sa 7e réforme, dans une mise à jour de votre département ministériel le 27 juin 2022, il y a quelques heures, en tout cas, on va le dire, vous parlez de 500 milliards d'économies, résultat de la mise en œuvre de ces réformes. Vous parlez de la disparition du phénomène de 10%. Vous dites également que 90% des marchés sont effectivement réalisés depuis l'implémentation de cette réforme, qu'on ne parle plus beaucoup des marchés fictifs, qu'on parle davantage de lutte contre la corruption de ce côté et qu'il y a même la réduction des gré à gré, ces marchés que vous avez cités qui sont souvent des problèmes. Est-ce que tout cela est palpable au-delà des chiffres que vous évoquez, 500 millions d'économies grâce à ces mécanismes de la réforme? Allez-y, monsieur Efo. Vous avez un micro? Oui, allez-y, votre micro est ouvert. Votre micro est ouvert. Les résultats de la réforme tels qu'indiqués dans le site du ministère des Marchés publics, est-ce qu'ils sont palpables sur le terrain? Monsieur Jacques Zagzé, si le ministère des Marchés publics, le site, c'est qu'ils sont palpables. Des études ont été faites. Généralement, concernant les économies budgétaires, c'est à travers des appels d'offres. C'est à travers des appels d'offres, justement la notion de moins de 10 ans qui est appliquée lorsque on lance des appels d'offres. C'est au bout de ces appels d'offres, de ces projets, la réalisation de ces projets, que des économies sont réalisées et ces économies sont véritablement palpables. Et également concernant le contrôle, il est arrivé que certains ouvrages soient refaits parce que le ministère est passé par là et a trouvé qu'il y avait des malfaçons. Tout cela participe justement de la bonne exécution des projets. Est-ce qu'on a une question dans le public? Parce qu'on va sortir de cette conférence publique liée au marché public dans notre pays. Vous avez évoqué tout à l'heure la place des matériaux locaux du consommant camerounais. Certains Camerounais qui nous écrivent à travers les réseaux sociaux puisqu'ils suivent le programme en direct et indiquent que ce domaine-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le consommant camerounais, la promotion des matériaux locaux semble rester dans les discours au niveau de la commande. Monsieur le directeur général. Bien, ça peut être en partie vrai. En partie vrai. Peut-être en partie vrai. Qu'on importe plus. Mais l'État, le gouvernement ont pris un engagement fort de porter à 60% au moins la part des biens et services produits localement. C'est un engagement du gouvernement à travers la SND 30. Et comme je l'ai dit, il est question que tous les acteurs s'approprient cet objectif-là afin que ce soit réel. En ce qui concerne le MINMAP, il s'attelle à passer cette information, à rappeler chaque fois cette disposition pour que sur le terrain, ce soit une réalité. Il y a des secteurs aujourd'hui où on ne veut plus importer. C'est-à-dire, on a cité le cas du bois aujourd'hui. Nous sommes un pays de bois. Les maîtres d'ouvrage peuvent décider désormais, n'est-ce pas, pour inciter plutôt la production locale, de ne plus, dans leurs études préalables, en ce qui concerne les fournitures, les meubles, d'accepter ce qui vient de l'extérieur. Ça va booster donc. Le producteur de l'Ezoa, qui nous écoute en ce moment, peut espérer que les salons produits à l'Ezoa vont enfin être pris en compte. Il s'agit maintenant de se hisser à un niveau de qualité qui puisse, n'est-ce pas, satisfaire la demande. C'est pour cela que lorsqu'on impose, on ne va pas aller
tout de suite comme ça, mais de manière progressive, ça va permettre à ceux qui sont dans ce secteur de s'équiper pour travailler maintenant la qualité de fourniture, pour les rendre aux normes, n'est-ce pas, internationales souhaitées, pour que progressivement on puisse domestiquer carrément ce secteur. Ça, j'ai pris l'exemple du bois. On peut également citer d'autres exemples où on peut imposer que tout soit localement fait. Mais je dis, ce n'est pas la responsabilité du MINMAP, c'est de la responsabilité des maîtres d'ouvrage qui doivent, dans la conception de leur projet, prendre cela en compte. Mais malheureusement, il y a encore des efforts à faire pour effectivement informer et sensibiliser les maîtres d'ouvrage pour qu'ils adhèrent à 100% à cela. De toutes les façons, M. Zé, nous sommes dans un parcours irréversible. Question d'internaute également. Je crois que c'est un opérateur économique qui semble indiquer que le secteur des marchés publics connaît plus de décès d'entreprises que de voir ces entreprises-là prospérer. Pourquoi les entreprises dans le secteur des marchés publics meurent tant? C'est regrettable. C'est regrettable malheureusement parce que l'objectif des pouvoirs publics est de promouvoir le développement des entreprises à travers les marchés publics. Que des entreprises naissent, gagnent des marchés, puissent se développer pour se hisser au niveau des multinationales, leur faire concurrence. Ça, c'est l'objectif des... Il parle d'un chemin de croix. Pouvoir public. Entre la soumission et le paiement, il y en a qui décèdent au milieu. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Rien de facile. C'est un parcours de combattant et il faut justement mériter sa place dans ce combat. Allez, avant de s'y engager, on doit bien se donner les moyens, n'est-ce pas, de la survie. Parce que c'est un domaine essentiellement concurrentiel. Allez, seuls ceux qui sont solides résistent. Il n'y a pas les crocodiles quand même. Voilà, résistent. Maintenant, ceux qui sont frêles, ceux qui ne sont pas préparés, ils vont juste en aventurier. Et il est bien évident qu'ils vont se casser le front et mourir, hélas. Hélas. Madame le micro, vous de la gauche, oui, rapidement, parce que ce côté n'a pas encore eu à intervenir. On va prendre deux questions, juste deux questions. Juste deux questions, oui. Monsieur, allez-y. Merci. Bonjour. Je suis Akambe Télé, un ex-enseignant et chercheur. Bien, j'interviens là pour faire une suggestion pour les bénéficiaires. Nous constatons que les bénéficiaires sont des fois négligés. Un projet est réalisé, des gens ne sont pas informés ou éduqués, au point où ils arrivent à détruire des choses parce qu'ils ne connaissaient pas. Je vais prendre un exemple. On a eu à construire une route en terre quelque part. On a ouvert un drain pour permettre à l'eau d'entrer, n'est-ce pas, dans une plantation appartenant à quelqu'un qui, au départ, n'est-ce pas, quand l'engin sera parti, vient boucher, n'est-ce pas, cette issue. Il dit que ce n'est pas dans sa plantation qu'il faudrait que l'eau puisse passer. Et ça va donc créer un bourbier. 1-2 mois après, la route est détériorée. Un autre exemple. Un monsieur est en train de passer quelque part, dans une zone rurale, il découvre qu'un arbre est tombé. Il a une machette, il a tout ce qu'il faut pour libérer le passage. Il s'est dit, ce n'est pas sa route, c'est la route du gouvernement. Quelque temps après, quand il arrive chez lui, il constate que sa femme va accoucher. Il faut donc transporter la femme à l'hôpital et elle ne peut pas passer parce que la route est bloquée et il y a l'arbre. Et l'enfant naît à cet endroit et il décède. Donc, il faut informer les populations, que les populations sachent que ce qui est fait, c'est pour elles, qu'elles devraient s'impliquer pour ne pas se retrouver comme si les ouvrages qui sont réalisés au profit des personnes venues de Yaoundé. Qu'elles sachent que c'est aussi pour elles, c'est d'abord pour elles. Merci. Donc, on devrait peut-être créer des ateliers d'information et d'éducation au niveau des mairies pour informer les populations. Merci. Merci pour la suggestion. Il y avait une question? Oui. Je crois qu'on retrouve là le volet participation et implication de tous.
sur la chaîne des marchés publics. Monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, les documents relatifs prévoient l'implication de tous les citoyens et la participation de ces citoyens. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. Allez-y, il est ouvert. Bonjour. Ma question s'adresse à monsieur le directeur. À monsieur le directeur général. On vous écoute. Oui, je voudrais savoir, moi c'est Ndormo Yannick Jomet, topographe. Je voudrais savoir pourquoi lorsqu'on commence une route ou bien les travaux dans un village et subitement tout est arrêté. Et ce sont les populations de ce village qui souffrent chaque jour parce que vaut mieux qu'on laisse comme la route était ou bien comme les travaux étaient avant. Parce que là, dans mon village... Il vaut mieux ne pas commencer. Il vaut mieux ne pas commencer. Pour abandonner après. Abandonner. Parce que lorsqu'on commence et on abandonne, ce sont des populations qui souffrent. Qui souffrent énormément, vraiment. Je voulais savoir, est-ce que l'entreprise qui a gagné le marché n'avait pas tous les moyens, on n'a pas réuni tous les moyens pour donner à l'entreprise. C'était un aventurier. Oui, vraiment, c'est ce que nous voyons partout dans nos villages. Lorsqu'on commence les travaux et après un moment, 3 mois, tout est arrêté. Et c'est quand la population fait un soulèvement et que on fait descendre le ministre des Travaux ou bien tout cela avant qu'on envoie encore une autre entreprise pour venir achever les travaux. Donc, je voudrais savoir comment expliquer cela aux populations. C'est bien noté. Je crois que cette question va permettre à monsieur le directeur général de délivrer sa communication de fin. Cette question interroge la passation des marchés, interroge ce qui est fait pour lutter contre les marchés abandonnés, non réalisés ou mal réalisés. Résumer tout cela, je crois, monsieur le directeur général, on sortira par là. Merci, M. Zé, mais vous me permettrez de revenir juste pour quelques secondes sur la proposition de M. Akame, l'ex-enseignant, en ce qui concerne l'information des bénéficiaires des projets. Moi, je voudrais même aller jusqu'au-delà. En fait, c'est les bénéficiaires qui sont les initiateurs des projets. Aujourd'hui, il y a une approche qui veut que les projets soient sélectionnés de manière participative. Ça part, n'est-ce pas, de la base. C'est le projet. On ne vient pas vous construire une route, on vous l'impose. Il faut que ce soit votre émanation. Je crois que c'est à quoi s'attellent, n'est-ce pas, le MINEPAD et les pouvoirs publics dans le choix même des projets. Et pour les projets d'envergure, il y a ce qu'on appelle les études d'impact social, environnemental, pendant lesquelles les populations sont consultées et informées. Et en phase d'exécution, il y a le plan de gestion environnementale et sociale qui intègre non seulement l'information des usagers et des bénéficiaires des projets, mais leur formation, leur adhésion même à la protection de ces projets-là. Bon, malheureusement, il arrive qu'il y a des cas isolés, des gens qui s'opposent à des projets qui sont là pour développer, promouvoir leur bien-être. Ils refusent que l'eau passe par son champ. Bon, maintenant, il faut également que le plan de gestion environnementale et sociale intègre ces volets-là, ces refus-là, pour ne pas créer des situations pareilles. Donc, votre information est pertinente, mais le gouvernement fait en fait au-delà de l'information. C'est la participation, l'adhésion des bénéficiaires au choix même des projets. Maintenant, quitte de l'abandon des travaux, M. Ndongo l'a dit comme si c'est quelque chose de constant, c'est la règle. Bon, je dis encore que c'est des cas isolés. Quand vous entendez qu'on a sanctionné 300 entreprises, M. Zé, c'est les 300 entreprises qui ont abandonné des chantiers au courant des 3 dernières années. Allez, on ne sanctionne pas pour sanctionner. Allez, on leur a donné tout le temps de pouvoir même s'amender, de pouvoir se rattraper si c'est faisable et tout ça. Malheureusement, on arrive à ce cas-là. Donc, il y a plusieurs raisons. Effectivement, des études préalables peuvent être mal faites, rendues sur le terrain. La réalité est tout autre. L'entreprise est confrontée à des difficultés qui font qu'elle est obligée d'abandonner. Mais également, il peut y avoir des conditions de paiement qui ne permettent pas aux entreprises de résister
de financer. C'est-à-dire, il y a des tensions de trésorerie qui malheureusement amènent certaines entreprises à ne pas recevoir les paiements réguliers de leurs décomptes. Elles sont obligées d'abandonner. Il y a des situations réelles qu'on trouve également sur le terrain, des aléas, des suggestions imprévues, des choses qu'on n'était pas en capacité lors des études préalables de déceler. Et ça arrive. Maintenant, des solutions tardent à arriver, l'entreprise abandonne. Bref, il y a plusieurs raisons. On ne va pas ne pas citer également la mauvaise passion des marchés. Ça peut arriver que le DAO, les critères soient mal taillés et laissent, n'est-ce pas, malheureusement passer des gens qui n'ont pas les capacités requises. Mais il y a également la tricherie. C'est-à-dire des entreprises qui, sur le papier, vous donnent de très bonnes références, d'accord, qui ne sont pas les leurs, qui vous disent qu'ils ont des bulles, qu'ils ont des caterpillars, alors que c'est la réalité. En réalité, le gars n'a même pas un seul pouce-pouce. C'est-à-dire, puisqu'on évalue sur la base de l'offre. L'offre est tellement bien montée. Au plan technique, il passe, et financièrement, il passe. Mais alors que dans la réalité, il n'y a pas. C'est pour cela que pour mettre fin à ces choses, l'État a décidé de catégoriser. La catégorisation vient en amont, c'est-à-dire on ira sur la base réelle de ce que les entreprises ont évalué, on va les mettre dans une catégorie. Ça, c'est sur la base du vu, des vérifications faites sur le terrain. Ça permet donc d'éviter cela. Bref, il y a plusieurs raisons, mais je dis que ça, par rapport à ce qui se fait, M. Zé l'a rappelé ici, s'il y a des marchés qui sont mal réalisés, mal exécutés, ça représente une proportion congrue par rapport à ce qui est bien exécuté. Quand le ministre parle de 90% des chantiers exécutés dans les normes, c'est une réalité, c'est vérifiable, mais malheureusement, tout cela est compromis par les 10 autres pourcents, parce que comme je l'ai dit, lorsque je mets une tâche sur ce papier, je vous présente comme ça, vous n'allez voir que la tâche, au lieu de voir tout ce qui est autour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Pour toutes les entreprises qui ne réaliseront pas dans les normes leurs travaux, les vrais bulldozers du ministère passeront sur eux en termes de la répression qui est mise en marche. Je vais vous prier, mesdames et messieurs, d'applaudir et de remercier le ministère des Marchés publics pour la disponibilité, pour cette communication et cet esprit de transparence. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé à la maison. Merci au public.